Salut à tous et bienvenue dans Projection, l'émission qui parle de cinéma et de politique. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à quelqu'un que tout le monde adore. Il est beau, il est riche, il est fort, il a décidé de consacrer sa vie à servir son prochain, il est super badass. Je veux bien sûr parler d'Emmanuel Macron, de Batman. Je veux parler de Batman. Alors, The Dark Knight Rises est un film anglo-américain sorti en 2012 et réalisé par Christopher Nolan, le réalisateur star d'Inception, d'Interstellar ou encore plus récemment de Dunkerque. Le film est le dernier volet d'une trilogie également composée de Batman Begins et de The Dark Knight. Les trois films ont été d'immenses succès commerciaux et critiques, ont redonné leur lettre de noblesse au cinéma à Batman après le très mauvais Batman et Robin de Joel Schumacher. Un film hallucinant avec des gros plans sur le cul et les tétons de Batman, un Arnold Schwarzenegger en roue libre qui enchaîne les blagues random déguisés en Reine des Neiges, et nos deux héros masqués qui se foutent sur la gueule pour savoir lequel aura le privilège de payer pour se taper Uma Thurman. J'apporterai tout ce qu'on voit déjà, plus tout ce qu'on ne voit pas encore. Ah, la prostitution, un bel exemple à montrer aux jeunes. Par contre, vous ferez attention, derrière vous, il y a un gorille qui danse. Pour rappel, Batman Begins nous montrait la jeunesse de Batman et son entraînement au sein de la Ligue des Ombres, une secte combattant le crime de manière ultra radicale, puis son combat contre son ancien mentor pour l'empêcher de détruire Gotham City. Dans le deuxième film, Batman combattait le Joker, un personnage énigmatique voulant plonger la ville dans le chaos. Et le film se concluait sur Batman qui prenait la fuite face à la police après avoir endossé les meurtres commis par son ancien ami Harvey Dent, le procureur de la ville, passé du côté obscur de la force. Alors soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Et dans Rises, qui se passe plusieurs années après, on retrouve une Gotham City étonnamment apaisée. La plupart des criminels sont en prison grâce à une loi spéciale inspirée par Harvey Dent. Parce qu'il faut une loi spéciale pour arrêter les criminels, une loi normale ça marche pas. Mais la paix civile qui en découle est bâtie sur un mensonge, puisque la vérité concernant Harvey Dent reste cachée au grand public. Une paix qui est d'ailleurs toute relative, parce que tout ne va pas bien à Gotham City. Au contraire, tous les signes avant-coureurs d'une crise qui dit pas son nom sont présents. Les jeunes trouvent pas de boulot et sont obligés de bosser au black pour une mystérieuse organisation criminelle, les orphelins sont foutus dehors à 16 ans sans le moindre suivi, et globalement, l'ensemble des services de la ville semble fonctionner uniquement au bon vouloir de quelques milliardaires qui préfèrent faire étalage de leurs richesses plutôt que de servir utilement la collectivité. Bref, derrière l'apparente prospérité, c'est la merde, les gens en ont gros, et une tempête approche. Et cette tempête, c'est Bane qui va l'amener, un mystérieux mercenaire masqué qui débarque en libérateur de Gotham, qui fustige les traders et les politiciens corrompus, et qui se propose de redonner le pouvoir aux citoyens. Et acceptez-vous la démission de cette bande de menteurs, de tous ces corrompus. Les puissants seront arrachés à leur nid de décadence. Et projetés dans le monde froid que nous connaissons et subissons. Nous reprenons Gotham. Aux corrompus, aux riches, à ceux qui vous oppriment depuis des générations, qui vous font courber les chines avec leurs fables sur l'égalité des chances. Et nous vous la rendons à vous, le peuple. Mais cette révolution va vite dégénérer en tyrannie avant que Batman et la police ne viennent remettre de l'ordre dans tout ça, empêchant Bane de mettre en place ce qui était dès le départ son plan diabolique de méchant infernal, détruire la ville et tuer tout le monde. Heureusement, les gentils gagnent, les méchants perdent, Marion Cotillard devient un mème, et la subtilité se suicide dans une scène de fin que je ne vous spoilerai pas parce qu'on n'a pas été élevé chez les cochons. Alors, que dire de The Dark Knight Rises ? Évidemment, le film est un divertissement et doit être vu en tant que tel, mais ça ne l'empêche pas de porter un point de vue sur le monde comme l'ensemble des œuvres de fiction. Et comme là, le film se situe dans une réalité qui ressemble beaucoup à la réalité de l'Amérique contemporaine, avec quelques traits exacerbés, et dans le même temps met en scène ce qui ressemble à un soulèvement populaire, on se doute que le propos va être assez politique et plutôt en phase avec son époque. Et de fait, l'époque où le film a été tourné, l'année 2011, n'est pas la meilleure période pour le peuple américain. On peut même dire que c'est franchement la merde. En 2007, le crédit à la consommation, sur lequel se reposaient de nombreux ménages largement endettés, s'est vu largement freiné face au risque d'insolvabilité lié. Une bulle spéculative énorme éclate alors et énormément d'Américains se retrouvent du jour au lendemain à la rue dans l'incapacité de payer leur maison. C'est ce qu'on a appelé la crise des subprimes, du nom de ces crédits immobiliers foireux. Une crise qui s'étendra rapidement à l'ensemble de l'économie américaine, puis mondiale, qui provoquera des faillites bancaires, l'endettement massif des États qui chercheront à renflouer les banques et qui laissera de très nombreux
nombreux salariés sur le carreau. Et beaucoup de citoyens vont avoir du mal à digérer le fait que l'État engloutisse des fortunes d'argent public pour sauver les banques, après avoir laissé ces mêmes banques leur prendre leur maison sans réagir, et alors que ce sont les pratiques spéculatives de ces banques qui ont provoqué la crise. La contestation va enfler et prendre la forme d'importants mouvements populaires inspirés des printemps arabes et favorisés par les réseaux sociaux. En Europe, on aura par exemple le mouvement des indignés espagnols qui rassemblera des centaines de milliers de personnes dans la rue et sur les places publiques pendant plusieurs mois pour dénoncer les abus de la finance et exiger une démocratie réelle. Et aux États-Unis, il y aura Occupy Wall Street, un mouvement qui dénonce les dérives du système et qui revendique le pouvoir pour les 99% de la population face à 1% représentant la petite caste de privilégiés qui se partagent les pouvoirs politiques, médiatiques et financiers. Et c'est exactement le discours tenu par Bain. Bain fustige les valeurs de Wall Street. Quand il attaque la bourse, il accuse les traders de voler l'argent des gens et ses soutiens sont les invisibles, ceux qui cirent les chaussures ou qui font le ménage, qui font tourner le monde et qui sont jamais remarqués par les nantis. Et d'ailleurs, quand il prend le contrôle de Gotham City, c'est avec la promesse de rendre la ville à ses habitants en exposant au passage les mensonges et la corruption de l'ancienne caste dirigeante. Salaud! À partir de là, les événements qui suivent la prise de Gotham City par Bain peuvent facilement être lus comme une mise en garde contre ce qui se passerait si un mouvement comme Occupy Wall Street triomphait. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation dégénère très vite. La justice populaire devient quasi immédiatement un moyen pour les criminels de se venger des tenants de l'ordre ancien, les milices qui ont remplacé la police terrorisent les enfants, et le nouvel ordre ressemble beaucoup plus à une dictature sanglante qu'à un monde débarrassé de l'oppression. Mais surtout, tout dès le départ laisse présager de cette évolution, tant il semble évident que le bien-être des habitants de Gotham n'est pas la priorité de Bain. Et pour nous qui regardons le film, on le sait quoi, c'est le méchant. Son but c'est de tout cramer, c'est pas d'avoir plus d'égalité ou de justice sociale. Et c'est là un des gros problèmes politiques du film. Juger une période dite révolutionnaire qui s'accompagne de très forts changements sociaux dans son ensemble, c'est très compliqué tant ces moments où l'histoire s'accélère comportent leur lot de contradictions. Des personnes qui contestent l'ordre social et qui en contribuant à le transformer font de la merde, l'histoire en compte un paquet, mais c'est bien plus souvent par erreur d'appréciation d'une situation ou aveuglement idéologique que par volonté a priori, de faire le mal. Ça, c'est le truc de Dr. No, de Kylo Ren, mais a priori, quand t'es à fond dans une cause politique au point de la personnifier, c'est que t'es un minimum convaincu d'être le gentil de l'histoire. Pour moi, le mal absolu, ce sont les Jedi, c'est vous! Mais là, c'est comme si le film cherchait à nous mettre en garde, à nous dire que si des gens prennent la parole publiquement pour se faire l'écho de nos aspirations et de nos frustrations aussi, c'est forcément qu'ils cherchent à nous blouser, à nous faire du mal, pour satisfaire leurs ambitions personnelles. C'est bon, ça y est, c'est bon. Je l'ai le plan pour finir la révolution, c'est bon. Ah ouais, t'es prêt? Attention les yeux. Je t'écoute. Alors, d'abord, on commence par abolir la monarchie, après on abolit l'esclavage, après on abolit les infrastructures, on crame toutes les maisons des gens, on fout tous les chatons dans la Seine, et on étale du caca partout. Quoi? Du caca partout? Bah ouais. Mais pourquoi on ferait ça? Bah parce qu'on est les méchants. Ah oui, c'est vrai. Et là où c'est étonnant, c'est que le film n'est pas pour autant tendre avec l'ordre ancien. Au contraire, la société décrite au début du film est profondément sclérosée. Les gens n'ont pas de perspective, ils sont malheureux, ils sont méprisés, et les puissants laissent les choses se dégrader et dilapident juste leur fortune dans des réceptions inutiles qui leur permettent de se donner bonne conscience en s'imaginant qu'ils sauvent la nature. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins le constat dressé par Catwoman, dont j'ai pas encore parlé, mais qui incarne un peu une jeunesse extrêmement lucide sur ce qui se passe, qui attend un changement et qui, en attendant, peine à se faire une place au sein d'une société qui lui en laisse pas. Quand elle expose ses griefs à Bruce Wayne et le met en garde contre la tempête qui gronde, le film semble prendre fait et cause pour elle et en faire la voix du bon sens populaire contre un monde complètement fou. Et quand Bane broie la nuque de John Daggett, le patron de multinationale psychopathe qui s'imagine que l'argent lui donne tous les droits en lui disant ça... Et ça vous donne du pouvoir sur moi ? On peut pas s'empêcher en tant que spectateur d'éprouver une certaine satisfaction. C'est comme si le réalisateur savait que le monde était complètement pourri, mais nous disait de surtout pas chercher à le changer sous peine de catastrophe. Et surtout de pas suivre ceux qui prétendent vouloir le changer, qu'il s'agisse des bobos écolos qui veulent investir dans les énergies renouvelables et qui en fait sont du côté des méchants, ou de révolutionnaires masqués qui veulent nous rejouer la prise de la Bastille, parce que oui, la révolution de Bane commence par l'ouverture d'une prison comme la Révolution française, cette référence historique n'est absolument pas subtile. Et à côté de ça, qu'il serait bon que les riches fassent un peu de charité et filent de l'argent aux orphelinats, à défaut de payer des impôts qui permettraient à la collectivité de prendre en charge ce genre d'établissement, s'ils veulent pas un jour que les pauvres aigris cherchent à se venger, à leur couper la tête. S'il vous plaît les riches. Bref, un message assez contradictoire qu'on pourrait qualifier au final de très pessimiste, parce qu'il critique l'ordre établi, mais en même temps il met en garde contre toute velléité de le changer, en insistant sur ce que le collectif est capable de produire de pire en termes d'irrationalité et d'excès.
En gros, c'est la merde, mais vous mêlez pas de ça. Et en même temps, il y a des trucs très bizarres dans ce film. Tenez par exemple le peuple de Gotham, les citoyens, les gens ordinaires, ils sont où? On a Catwoman et sa coloc, on a un ou deux gamins, mais merde, tout le long du film, on a l'impression qu'il y a juste d'un côté les mercenaires de la Ligue des Ombres et les criminels, et de l'autre la police et les notables de la ville. Ça culmine dans la bataille rangée de la fin, mais même les gens qui bossent pour Bane, comme cireurs de chaussures ou comme ouvriers au début du film, c'est pas des gens ordinaires, c'est des soldats de la Ligue des Ombres déguisés en gens ordinaires. On vous a roulé. Bande de criminels. Le peuple est présent dans les discours, des deux côtés d'ailleurs, mais il est là uniquement comme faire-valoir. Dans les faits, on le voit jamais et il ne compte absolument pas. Et même, tant qu'on est dans les trucs étranges, ce que le film semble nous dire, le fait de pas chercher à améliorer les choses, c'est totalement contradictoire avec le parcours individuel de Batman, où toute sa possibilité à se dépasser, à briser ses vieux schémas, tient dans sa capacité à sauter dans le vide en assumant le risque de se planter. Alors, on sait que chez Nolan, le collectif est souvent dévalorisé face à l'individu. On se souvient que dans le film précédent, la foule prenait des décisions abjectes et que le bon sens reprenait le dessus quand l'individu devait agir. Mais là, conseiller le saut dans le vide et le dépassement individuel, tout en balayant cette idée sur le plan de la gestion du commun, c'est juste contradictoire. Ou alors, l'explication, c'est que je me plante depuis le début et que c'est pas du tout ce que Nolan a voulu dire. Et pour étayer le fait qu'il y a peut-être un autre message, je vais parler d'un autre film sorti en 2016, Hypernormalization. À partir de maintenant, je vais dire hypernormalisation. Un documentaire essentiel du réalisateur britannique Adam Curtis qui fait le lien entre toutes les évolutions culturelles, géopolitiques et même technologiques de ces 50 dernières années, jusqu'au conflit syrien actuel et à l'élection de Donald Trump, et qui montre comment tous ces événements prennent sens si on les resitue dans un contexte d'offensive idéologique visant à imposer au monde une certaine vision de l'économie. Toute une partie du film est centrée sur les dernières années de l'Union soviétique. L'idée, c'est que tout le monde là-bas avait compris depuis longtemps que le système ne fonctionnait plus, mais que dans le même temps, la bureaucratie au pouvoir avait réussi à imposer dans l'imaginaire collectif l'idée que rien d'autre n'était possible, qu'il n'existait aucune alternative. Ce qui fait que non seulement le système a pu se maintenir encore longtemps malgré son état de décomposition, mais surtout que quand il est tombé, comme aucun contre-pouvoir réel n'existait, une petite caste d'oligarques, souvent les mêmes qui occupaient des postes importants dans l'ancien régime d'ailleurs, a pu prendre le pouvoir sur les ruines du communisme. Curtis voilà une leçon importante, et quand il parle des printemps arabes, des indignés ou d'Occupy Wall Street, sa théorie c'est que l'échec de ces mouvements de contestation est que précisément ils n'étaient que des mouvements de contestation, et s'ils ont su fédérer des mécontentements, ils n'offraient en vrai aucune perspective de changement réel. Là où des forces déjà constituées, genre en Égypte l'armée ou les frères musulmans, ont réussi à mettre leur contenu en adéquation avec les attentes populaires. Et ce constat concerne aussi les mouvements de contestation présents en Occident, en mettant des mots sur les colères mais sans donner de porte de sortie, en n'assumant pas en gros de porter un nouveau pacte social, les mouvements comme les indignés ou Occupy Wall Street ont permis à d'autres personnes issues du vieux sérail politique, mais particulièrement habiles à capter l'air du temps, de s'arroger la représentation d'opprimés dont ils n'ont jamais fait partie, et de canaliser leur colère pour satisfaire des ambitions personnelles. Je veux dire, tout le monde le sait aux États-Unis que Trump c'est un trou du cul mégalo uniquement attiré par la gloire et le pognon, mais comme dans le même temps c'est le seul à oser parler du peuple et à oser aller troller les élites new-yorkaises, d'une certaine manière pourquoi pas l'essayer, ça offre toujours plus de possibilités de changement réel que des mecs assis en rond autour d'une place qui discutent pendant 6 mois. Alors ce qu'on propose avec les copains de la commission animation, non décisionnelle bien sûr, c'est que quand le secrétariat tournant aura récupéré le compte-rendu de la G non mixte, on rebascule une partie des gens de la commission cantine dans le groupe Agitprop. Comme ça, ça permet à tous ceux qui veulent de pouvoir participer à la fois à la discussion autour des modalités de vote au sein de l'atelier végétalisation, évidemment c'est important quand même, et au cours de langue des signes de Diego et Gaïa, pareil, essentiel. Et là, du coup, ça devrait être bon. Ouais, et du coup, on va pouvoir la terminer, notre révolution. Notre révolution? Ouais. On prépare pas une révolution, là, on prépare l'AG de demain. Bande de criminels. Trump existe uniquement faute de mieux. Et Bane, c'est exactement pareil. Ce mec-là ne vient pas du peuple, il ne représente pas le peuple. Sa soi-disant révolution citoyenne n'est qu'un coup de force organisé par une petite armée privée, mais qui en même temps s'appuie sur un réel sentiment partagé, présent au sein de la population, d'humiliation et d'injustice, qu'il va détourner à des fins idéologiques. On pourrait presque dire que Bane est ce qui nous attend si on n'arrive pas à créer quelque chose de mieux d'ici là. Dans le film, je l'ai déjà dit, un personnage qui est extrêmement lucide sur ce qui va pas, c'est Catwoman. Mais quand elle parle à Bruce de la tempête qui approche et que lui dit qu'elle semble s'en réjouir d'avance, elle répond qu'elle s'adapte à tout. Et c'est là la limite du personnage. Elle s'adapte au changement, mais elle n'envisage pas de le porter.
Or, si on est tous conscients que le système marche pas, mais qu'on attend que les choses changent d'elles-mêmes, le risque, c'est juste de servir la soupe à une nouvelle élite corrompue, qui prenne la forme de Bane, des oligarques qui ont dépecé la Russie à la chute de l'Union soviétique, ou de n'importe quel démagogue qui prétend parler au nom du peuple et dont l'histoire est remplie. Vous valez mieux que ça. Et d'une certaine manière, c'est Bruce Wayne qui nous apporte la solution. Parce que quand il est enfermé dans sa prison souterraine, la seule possibilité réelle qui s'offre à lui, à part de rester là et de crever, c'est de sauter dans le vide, de se lancer malgré la peur et le risque. Et il échoue uniquement tant qu'il se rattache à une corde qui représente son passé et ce qu'il croyait savoir. Et je veux y voir une métaphore de ce qu'on doit faire collectivement. On peut s'accrocher désespérément aux vieilles structures en s'imaginant qu'elles nous protégeront comme elles ont pu le faire par le passé, parce qu'on n'a jamais rien connu d'autre et que c'est extrêmement angoissant de sauter dans le vide. C'est sûr que c'est plus tentant de suivre un mec qui cause bien et qui débarque avec des solutions toutes faites que de se poser ensemble la question du monde qu'on veut. Mais peut-être qu'au final, la seule manière de s'échapper de la prison, c'est d'avoir confiance en nos capacités et de sauter vers l'inconnu. Parce que collectivement, on n'est pas plus con qu'un cinglé masqué ou non qui se prend pour le peuple, on est certainement animé de meilleures intentions, et dans tous les cas, on est beaucoup plus conscient des réalités. Alors est-ce que c'est ça le message de Nolan ? Je sais pas. Je pense pas, mais en fait je m'en fous, c'est pas le plus important. Dans la première partie de cette vidéo, j'ai critiqué le message pessimiste qu'on pouvait voir dans Dark Knight Rises, parce qu'il risquait d'alimenter notre passivité. Mais si je me contente de dire que ce message est mauvais, moi aussi je contribue d'une certaine manière à cette négativité qui freine le changement et qui maintient au pouvoir nos Bane à nous. Je préfère voir les réflexions positives que ce film peut inspirer. Et si je devais trouver une conclusion, je dirais que ce Batman met au final le doigt sur une contradiction importante de notre époque. On sait que c'est la merde, on sait que les choses peuvent pas continuer comme ça indéfiniment, on sait qu'on n'a rien à attendre des politiciens pour nous sauver, on sait que s'il y a quelque chose qui doit changer, ça viendra forcément de nous, mais dans le même temps, on n'ose pas prendre les choses en main parce qu'on a peur du vide. Mais arrive un moment où il faudra bien qu'on se débarrasse de la corde et qu'on accepte nos responsabilités. Les super-héros, c'est fini, il n'y a aucun Batman qui viendra nous sauver. Maintenant, c'est à nous de nous prendre en main, individuellement et collectivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez un excellent début d'année 2018. À très vite, prenez soin de vous.